Retour sur le plateau de Regard Croisé, la dernière manche de cette émission. On va revenir un peu sur ce thème concernant Agbeome Kodjo, atteinte à la sûreté de l'État. Agbeome Kodjo plaide non coupable. Dans les chefs d'accusation, enfin, ce qu'on reproche à M. Agbeome Kodjo, on parle aussi de, à part s'être auto-proclamé, voilà. Il y a aussi les affaires des incendies de marché de Lomé de Daolato. Pourquoi cette affaire en ce moment-là, quand on sait que le monsieur, peut-être il est pas dans ses beaux jours, parce qu'il n'a pas réussi à être en première place comme la Cour constitutionnelle a dit? Bon, je ne connais pas exactement le dossier et le fond du dossier des incendies. On parle de calomnie. Ce qui lui est reproché, c'est la dénonciation calomnieuse de certains responsables. J'ai cru entendre qu'il aurait accusé certaines personnes. Je le dis, je prends ça au conditionnel parce que il appartient à la justice de clarifier cette situation. Donc, nous apprenons par des informations que c'est ce qui s'est passé. Donc, il a accusé certaines personnalités d'être les responsables de ces incendies. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Il appartient à la justice de nous éclairer, d'éclairer le peuple et les citoyens togolais que nous sommes de cette situation. Donc, au-delà de ça, ce qui se passe, c'est que les élections sont passées. Nous sortons de l'élection présidentielle du 22 février passé et les résultats ont été donnés. Les recours... L'honorable Agbeome Kodjo étant candidat, a fait des recours au niveau de la Cour constitutionnelle pour des recours pour des irrégularités qu'il a constatées. Et la Cour a jugé recevable ces recours. Mais quand la Cour est allée au fond de ces recours, elle a vu qu'il n'y a pas de preuves tangible de ce qu'a avancé M. Agbeome Kodjo, et la Cour a rejeté ces recours et la Cour a confirmé les résultats de la CENI en proclamant le vainqueur, le président Faure, comme vainqueur de l'élection présidentielle. Et je crois que, comme l'a dit un confrère tantôt, la Cour constitutionnelle statue en dernier ressort et les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas attaquables. Donc, tout citoyen, même n'importe qui, toute institution, même nationale ou internationale, ne peut plus attaquer les décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, tout le monde doit se plier à la décision de la Cour constitutionnelle. Et M. Agbeome Kodjo, qui a lui-même saisi cette Cour constitutionnelle pour statuer sur ces irrégularités, entre guillemets, et devait, en premier lieu, c'est lui qui devait être plus... qui devait suivre à la lettre la décision de cette Cour constitutionnelle. Donc, ce qu'on constate, c'est que après cette décision de la Cour constitutionnelle qui a confirmé, proclamé un candidat vainqueur de ces élections, ce qui a été clair, tout le monde a suivi ces élections et nous avons vu que le vainqueur qui a été proclamé, c'est celui-là que le peuple togolais a réellement choisi. Mais en dehors de ça, vous vous souvenez aussi que même... Monsieur Agbeome, c'est ce que je n'ai pas compris aussi dans sa démarche. Il a saisi la Cour constitutionnelle, mais avant même que cette Cour constitutionnelle ne proclame les résultats définitifs, il a nommé un Premier ministre. Et c'est ce qui est contraire à nos lois, aux lois togolaises. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines choses qui lui sont reprochées, et c'est la justice qui est à cette trousse. Donc, nous allons voir, la justice est autonome et la justice, et nous sommes dans un état de droit
et nous allons voir ce que justement, avant que la justice n'écoute M. Kodjo dans les jours qui viennent, c'est quoi la suite après la rencontre de cette commission ad hoc spéciale qui a été mise en place pour étudier le cas, écouter son représentant, l'honorable PV? C'est quoi la suite dans les heures qui viennent? On est tenté de dire que M. Agbeo tend vers des jours un peu sombres politiquement parlant. Oui, mais je le dis, moi je n'ai pas des informations à vous donner en ce moment parce qu'il y a une commission spéciale. La commission a fini quand même de travailler, non? S'il a fini de travailler ou pas, je l'ai dit tantôt, la démarche ou bien le processus, c'est que la commission doit envoyer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Et il appartient à la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer une plénière pour pouvoir, s'il juge que cette affaire doit suivre son cours normal, on convoque la plénière et les députés vont étudier et peut-être voter, et si oui ou non, il faut lever l'immunité parlementaire de l'honorable Agbeo Mekodjo. Voilà les démarches. Georges Hérault. Oui, oui, je vous écoute, allez-y. Bon, par rapport à ce qui a été reproché à Agbeo, l'honorable Agbeo, le malheureux candidat des élections, aujourd'hui, je ne pense pas que Agbeo n'est pas conscient de ce qui se pointe à l'horizon. Il sait, comme l'a dit Ouris, il dit qu'il est homme de la maison et il se permet de faire ce que nous sommes en train de remarquer, parce que Agbeo, Premier ministre, président de l'Assemblée, DG du port autonome de Lomé, c'est quand même une grande personnalité. Donc, s'il se permet, il sait là où il est le chemin qu'il emprunte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exactitude que les jours sombres qui sont en train de se pointer à l'horizon. Mais je pense tout simplement que Agbeo, en choisissant cette voie, est conscient de là où il va. Peut-être il a voulu lui-même pour en arriver là. Il ne peut pas se permettre de nommer un Premier ministre, il ne peut pas se permettre d'utiliser les sceaux, il ne peut pas se permettre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, parlant des sceaux, on en a déjà vu quand on voit le Monseigneur Kodjo qui lui a remis les couleurs du pays dans une des paroisses de l'église catholique de la place. Au fait, c'est ce que je dis. Là, aujourd'hui, la justice, le procureur s'est auto-saisi. Il va analyser, c'est pour cela, pour l'écouter, puisque véritablement qu'il a des raisons pour l'écouter, parce que c'est un député, il faut forcément lever l'immunité parlementaire. Et cette démarche-là est salutaire, parce qu'aujourd'hui, on doit l'écouter. On doit voir les tenants et clarifier les Togolais pour que demain, une autre personne ne se permette pas de se comporter de cette façon. Oui, donc il faut l'écouter, il faut situer les Togolais par rapport à cette action. Georges, je vous remercie. Maurice Donkovi, est-ce que Agbeo Mekodjo a vraiment une marge de manœuvre, ou bien il est en train d'amuser la galerie pour faire trembler un peu le régime, le pouvoir qui est en place? Mettons que pour moi, l'atout de M. Agbeo, c'est Monseigneur Kodjo. C'est le fait qu'il y a quand même une certaine frange de la population qui respecte cet homme de religion, qui a souvenir que c'est quelqu'un qui était là dès les premiers balbutiements de la démocratie au Togo, qui était à la conférence nationale, qui a vu à peu près tout ce qui s'est passé. Et à mon sens, c'est surtout Monseigneur Kodjo qui, si on veut, essaye de fédérer les avis, ou du moins de
de faire disons, je sais pas, de mobiliser l'opinion autour de la personne de M. Abeoumé. Je sais pas, je n'ai pas la sensation que s'il n'y avait pas Monseigneur Kodjo, que M. Abeoumé aurait eu l'aura qu'il a actuellement. Donc, je peux dire que la plus grande force de M. Abeoumé, c'est d'avoir un homme d'église que tout le monde respecte et dont tout le monde, dont tout le monde observe la conviction. Maintenant, le problème avec M. Abeoumé, c'est que, comme je disais tantôt, il est de la maison. Et le problème au Togo, c'est qu'il est d'une maison qui a été décriée pendant un certain nombre d'années. Le problème, il se situe là. Donc, je n'ai pas l'impression, quand je sors et que je vais, quand je sillonne Lomé et ses environs, je n'ai pas l'impression de sentir une mobilisation derrière M. Abeoumé tel qu'on a pu le connaître tel qu'on a pu la connaître que pour M. Jean-Pierre Fabre, ou bien Facebook, oui. M. Bob Akitani, ou même une mobilisation telle qu'on a pu la connaître pour M. Tipi Atadam avec le PNP. Voilà, sur un an, on a vu ce qu'on appelait une mobilisation. Donc, mettons, si vous voulez, je suis très dubitatif et curieux de voir un peu comment tout cela va tourner. Comme je le disais tantôt, on nous a vendu que c'est un homme de la maison, donc qui connaît les stratégies de la maison et qui sait comment en sortir et comment les déjouer. Voilà. Donc je suis curieux de voir un peu comment cela va se passer, parce que j'ai pas l'impression, très sincèrement, que pour moi, si vous voulez, tout le suspense qu'aurait pu nous apporter cette élection présidentielle a été sabordé quand on a eu le PNP qui a pris la tangente, la C14 qui s'est brisée, quand on a eu, comment dirais-je, les organisations de la société civile, Togo debout, tout ça qui ont été écartés. Donc à un moment, il n'y avait plus, il y avait plus de suspense, si vous voulez. Donc si ce n'est justement que à la surprise générale, on est Monseigneur Kodjo qui décide de soutenir de toute sa force, de toute son expérience. Et il dit qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. On va devoir parler du dernier sujet concernant toujours le Togo, élection présidentielle, l'opposition désunie dans la contestation. Honorable Obekou, vous êtes de l'opposition, vous êtes centriste ou bien vous êtes un parti politique proche du pouvoir? Comme vous le savez, je suis député à l'Assemblée nationale, député indépendant. Et finalement, vous avez un parti politique ou bien un mouvement qui... Non, le mouvement, c'est un mouvement citoyen. Ça n'a rien à voir avec le... Donc c'est un débat qu'on est en train de faire avec un indépendant. Ouais. Sur le même plateau, Georges, vous êtes homme politique, hein? Oui. Je suis homme politique, ambassadeur clé. Quels sont dans l'ambassadeur clé, justement? En fait, il y a un certain nombre de préfectures, 4 préfectures du Grand Cloto, qui m'ont été confiées pour les actions politiques dans ces préfectures. C'est grand, hein? Jusqu'à 4 préfectures. Je suis l'ambassadeur clé qui est chargé du Grand Cloto. Grand Cloto, quand on parle de Grand Cloto et ces 4 préfectures-là, on est où concrètement? On est à Pelé, Daï, Cloto même et Agou. Agou. Oui. Obekou, alors l'opposition désunie dans la contestation. Est-ce qu'il y a réellement d'abord une contestation? Non, il n'y a pas de contestation. Je crois que, je l'ai dit tantôt, on est allé à une élection présidentielle le 22 février passé et les résultats définitifs ont été proclamés et il y a un vainqueur et je crois qu'on devait en rester là. Et si ce n'est que ces agissements de M. Abeoumé Kodjo que je classe dans la rubrique des agissements de mauvais perdants.
parce que ça a été clair que M. Agbeoumé Kodjo a perdu ses élections. Le président Faure Gnassingbé a gagné ses élections. Je le dis et tout le monde l'a vu. Et Oris, c'est ça, non? Horus vient de le dire tout à l'heure que même avec, il a donné certains motifs qui ont enlevé le suspense même à ces élections. Et c'était prévisible. On a eu à discuter de long à large sur ce plateau, même avant les élections, que c'était prévisible que Faure Gnassingbé allait gagner ces élections. Vous avez vu ce qui s'est passé et avant la campagne électorale, le parti uni était sur le terrain, presque seul sur le terrain. Et au niveau de la campagne électorale, vous avez vu ce qui s'est passé. Le candidat Faure Gnassingbé même s'est beaucoup impliqué. Et avec le travail qui a été fait sur le terrain, le résultat est là. Et ceux qui n'en déplaisent aux mauvais perdants, le peuple togolais a choisi celui qui doit être à la tête de l'État togolais pour les 5 années à venir. Et il n'y a rien à dire. Et respectons le choix du peuple. Et cette opposition dont vous parlez, la division de cette opposition, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 90. C'est vieux déjà. C'est déjà vieux. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui d'alternance, de division de l'opposition. C'est l'opposition même qui s'est créé ses propres problèmes depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis, si vous m'accordez 2 minutes. Une minute. Hein? Une minute. Oui. Toujours, quand vous prenez l'histoire même l'histoire politique du Togo à partir des années 90, l'opposition s'est toujours créé des problèmes, des divisions en son sein qui ont freiné son accession au pouvoir. Et au même moment que cette division était créée, on utilisait le mensonge, la démagogie pour pouvoir amener la population à le suivre. Donc aujourd'hui, le peuple togolais s'est rendu compte qu'on l'a trompé pendant des années. Et ce peuple togolais n'a plus confiance en cette opposition et les résultats sont là. Georges, comment vous vivez cette désunion au sein de l'opposition en matière de contestation après l'élection présidentielle du 22 février dernier, où on vous sait proche du pouvoir parce que vous avez soutenu les actions du président Faure Gnassingbé. Vous avez même battu campagne pour M. Faure, non? Oui, nous avons battu campagne. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'opposition. Ah, ok. Parce que quand on dit opposition, vous savez, les statuts ont réglementé le parti qu'on appelle opposition aujourd'hui au Togo. Tant que nous n'avons pas participé au gouvernement, nous sommes de l'opposition. Vous demeurez opposant. Donc nous avons estimé que selon tout ce que nous avons démontré ici sur ces plateaux, nous avons estimé qu'aujourd'hui celui qui est bien placé pour diriger ce pays pendant ce quinquennat, c'est le président Faure Gnassingbé. Et nous ne nous sommes pas trompés. Et sur 10 Togolais, il y a 7 qui sont d'accord pour que le président continue ses actions. Et comment trouvez-vous la désunion au sein de l'opposition qui conteste Comme il a dit, moi je ne vais pas aller dans le passé plus lointain, mais je veux seulement commencer par l'organisation de cette élection. J'étais sur ce plateau et j'avais démontré que si l'opposition avait 5 électeurs, et que le parti au pouvoir aussi avait 5 électeurs, l'opposition, les 5 électeurs vont s'éparpiller. Ils vont aller, 2 iront voter MPDD, peut-être 3 et 2 à NC. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que les candidats, les électeurs du parti au pouvoir, ils sont focalisés, ils sont concentrés, ils savent ce qu'ils vont faire. Parce que c'est une opposition qui avait, une frange de l'opposition qui avait cultivé le doute déjà. Qui s'est installé. Les électeurs commencent à se poser beaucoup de questions. Qui allons-nous voter? Pour Agbeoumé qui se dit Jean-Pierre Fabre n'arrive pas à revendiquer. D'ailleurs, c'est ça même qui nous amène à cette éternelle contestation, qui n'arrive pas à revendiquer les élections. Votez pour moi, moi, je vais vous arracher la présidence.
Aujourd'hui, on est arrivé là. On l'a battu et à cette élection, il veut pas s'avouer vaincu. L'ANC l'a dit, à travers, comment on l'appelle, Lawson Patrick, il aurait dit qu'ils veulent qu'on les appuie, mais ils n'apportent pas les preuves qu'ils ont gagné. Ce n'est pas peut-être une parole d'un homme politique qui se voit déjà échoué, parce que quand on sait que l'ANC est l'un des partis politiques qui anime la scène politique au Togo, qui vient avec 4, et quelques en troisième position, il y a de quoi s'inquiéter et analyser également la sortie de M. Lawson Bankou Patrick. Au fait, vous devez savoir tout simplement aujourd'hui que la démarche ou bien la parole donnée par ce politicien reflète la réalité. C'est que vous avez dit qu'on vous a triché. Mais vous n'avez pas les preuves qu'on vous a triché. Laissez. Parce que vous allez nous perdre le temps. Nous ne pouvons pas vous appuyer tant que vous n'avez pas de preuves. Un homme, quand on vous demandera, il dit qu'on l'a triché. Vous avez vu les preuves? Qu'allez-vous faire? Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas de preuves. C'est que les gens veulent s'aligner dans l'éternelle contestation pour dire que l'élection nous a volé, l'élection a fait ceci. Aujourd'hui, quand l'ANC demande l'annulation de pure et simple, alors que l'ANC n'a même pas porté des griefs, n'a pas fait de recours devant la Cour constitutionnelle. Vous voyez tout ça? Aujourd'hui, les Togolais sont conscients. Avant, c'était les premières heures de la démocratie et les gens ne comprennent pas les démarches de certains de partis d'opposition. Mais aujourd'hui, les Togolais, les jeunes, aujourd'hui sont suffisamment éclairés et les gens comprennent rapidement les choses, surtout l'ère informatique où les gens peuvent voir les informations, comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe en France. Les gens comprennent que cette opposition qui ne se veut pas être constructive nous perd énormément de temps. Nous ne pouvons pas accepter que nous soyons dans un même pays et que les gens cultivent la haine, la division. Les gens se liguent contre une seule personne, soit disant qu'il est de cette famille, il est de... Non, les gens se disent, nous voulons du concret, nous voulons que ça change. Nous devons être ensemble. Nous devons se dire que quand bien même que Agbeome est perdant, c'est le Togo qui gagne. Nous devons se mettre ensemble pour travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous voulons être dans l'éternelle contestation pour dire qu'on nous a triché. Il faut qu'on annule. Alors que organiser une élection, vous savez, ce n'est pas affaire de millions. C'est des milliards qui sont sortis. Même pour, comment on appelle, les aides portées aux partis politiques, ce n'est pas venu à temps forcément. Il doit y avoir quelque part. C'est le Trésor qui doit envoyer l'argent. Est-ce qu'il y a l'argent à temps? Tout ça là, il faut analyser. Nous ne devons pas faire de tout notre temps la politique. Et c'est 5 ans. Si nous savons que nous sommes battus, peut-être se préparer pour 2025, ça va être mieux que d'être resté dans la contestation et perdre le temps. Donc, Kovi, est-ce qu'il y a en réalité une contestation et on peut parler de la désunion? Alors, si on doit parler de la désunion de l'opposition, je trouve que je sais pas, ça vaut pas la peine d'en parler maintenant parce qu'elle se situe beaucoup plus en amont. Les frictions de l'opposition, la déliquescence de l'opposition, elle se situe beaucoup plus en amont. C'est pas après les élections présidentielles et des trucs comme ça, tout ça. Parce que bon, les élections présidentielles, on pourrait en parler, en tout cas en ce qui me concerne, ce n'est pas après 30 ans de démocratie, ce n'est pas le niveau de débat auquel je m'attendais. Je souhaitais un débat beaucoup plus profond, beaucoup plus, disons même technique, beaucoup plus intellectuel. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on reconduise
tout ce qu'on a pu connaître au niveau des parties d'animation, des groupes d'animation, ainsi de suite et tout ça. J'ai eu l'impression qu'on a fait un calque de ce qui se faisait il y a une trentaine d'années. Et ça, ce n'est pas particulier au Togo. Ça se retrouve dans plusieurs pays d'Afrique où on n'est pas dans la profondeur du débat, on n'est pas dans des questions de fond, ce ne sont pas des questions étudiées de façon technique et tout ça. J'ai vu par exemple à un moment sur une des chaînes locales du Togo, on a invité des invités pour défendre un programme. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, ce n'est pas cette profondeur intellectuelle auquel je m'attendais. Et je trouvais que les Togolais méritaient mieux. Maintenant, pour revenir au cas de l'opposition, oui, l'opposition... les frictions ont commencé plus tôt. Les frictions, elles ont commencé quand, après avoir montré la force d'une unicité, où on a réussi à avoir les mouvements citoyens, où on a réussi à avoir les syndicats, où on a réussi à avoir, comment dirais-je, des partis même centristes, des partis beaucoup plus radicaux. Bref, on a réussi à avoir quand même une certaine union de la part de ceux qui contestaient. À un moment, on a assisté à une certaine... C'est l'oignon, on a commencé à éplucher. Pour moi, les frictions ont commencé quand il s'agit d'aller négocier, et que quand il faut aller négocier, on n'a pas tous les principaux acteurs pour aller négocier. Les frictions, elles ont commencé quand on a eu des mouvements citoyens enfermés et sans qu'on ne réclame leur libération et qu'on accepte d'aller à des tables de négociation sans que ces mouvements citoyens soient libérés. Les mouvements, la déliquescence a commencé quand il y a eu des violences à Sokodé. Je me souviens, je pense que ce sont des gens des forces de l'ordre qui ont perdu la vie et qu'on n'a pas eu le courage politique d'aller dénoncer cela, d'aller adresser des condoléances aux familles et tout ça, et qu'on s'est aliéné de facto une certaine frange de la population qui est dans les forces armées. La déliquescence, je vais terminer avec ça, la déliquescence a commencé quand, à un moment, parce que justement le parti le plus en vue perdait pied, ils ont saigné la fin de la récréation et qu'on a rappelé tous les caciques qui connaissaient des dossiers sur tous les anciens et qui ont commencé à leur rentrer dedans. Merci. Bon, à la fin, voilà. Horus Donkovi, je rappelle bien sûr que vous êtes activiste panafricain. On est acculé par le temps. Georges Hérault, merci d'être passé. Bon retour chez vous. À Lavier, c'est ça? Oui, à Lavier. Bon retour. Merci beaucoup. Beau soleil au Bécou. Bon retour chez vous. Messieurs, c'est ici que prennent fin ces rendez-vous de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous également demain, toujours avec le même plaisir. Mais en un clic sur les différentes plateformes d'information, vous avez les antennes de New World Télé. Bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.